Alerte rouge, une sensationnelle attaque vient de foudroyer la Russie. 3 systèmes de pipeline stratégiques ont été réduits en cendres, paralysant des millions de barils de pétrole et de gaz. Dans cette vidéo exclusive, vous allez découvrir les détails glaçants de ces explosions coordonnées, des 4 frappes en Penza qui ont stoppé une capacité de 2 millions de barils par jour jusqu'au sabotage du pipeline de Saratov qui transportait 82 millions de tonnes par an et alimentait directement les troupes d'occupation. Nous vous montrerons comment la stratégie impitoyable de l'ancienne République soviétique étrangle la machine de guerre de Moscou, créant une pénurie critique de carburant directement sur le front. Soyez prêts, nous révélerons les aveux paniqués des hauts fonctionnaires russes et la vérité sur l'effondrement économique que Poutine tente désespérément de cacher. Comment ces frappes ciblées peuvent-elles à elles seules déstabiliser la superpuissance énergétique et pourquoi les fissures apparaissent-elles même au sommet du régime avec des désaccords publics sur l'avenir de la Russie? Comprenez la chute imminente de la Russie. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. Les attaques sur les infrastructures énergétiques russes, une menace directe sur la logistique de guerre. Imaginez une série d'explosions dévastatrices frappant simultanément les artères vitales de la Russie, coupant son approvisionnement en carburant. Et qu'est-ce que cela signifie pour la guerre? Le 9 septembre marque un tournant brutal dans la guerre logistique. Ce jour-là, des attaques coordonnées ont frappé la Russie en profondeur, ciblant directement ses systèmes nerveux énergétiques. 3 systèmes majeurs de pipelines gaziers et pétroliers ont été gravement endommagés dans les régions stratégiques de Penza et Saratov. Ce n'était pas un incident isolé. Près de Penza, 4 explosions distinctes ont semé le chaos. Elles ont mis hors service non pas un, mais 2 pipelines cruciaux, des artères par lesquelles transitaient quotidiennement jusqu'à 2 millions de barils de pétrole. Ce chiffre à lui seul est stupéfiant. Il représente une quantité colossale de carburant nécessaire à l'effort de guerre. De surcroît, 2 autres pipelines ont subi des dommages importants, compromettant leur intégrité structurelle et leur capacité de fonctionnement à long terme. La réparation de telles infrastructures n'est pas une mince affaire. Elle demande du temps, des ressources et une expertise considérable. Autant d'éléments détournés de l'effort de guerre principal, mais la situation est encore plus alarmante. À plusieurs centaines de kilomètres de là, près de Saratov, un oléoduc stratégique reliant Kouibychev à Lysychansk a été détruit. Cette destruction n'est pas anodine. Cet axe était vital pour l'approvisionnement des troupes russes, acheminant 82 millions de tonnes de carburant par an. Pensez-y, 82 millions de tonnes. Cela représente des convois sans fin, des milliers de véhicules alimentés, des opérations militaires soutenues sur le front. Sa destruction crée un vide logistique immédiat, forçant les réorganisations coûteuses et chronophages. Le chef des forces de drone de la nation sur la carte 404, Robert Madiar Brovdi, a cyniquement révélé la mise hors service d'une station de pompage de carburant près de Moscou, se vantant de ses frappes. Ces attaques sont une stratégie évidente du voisin de l'Ouest, complétant les frappes sur les raffineries de pétrole, a-t-il déclaré sans détour, confirmant une campagne délibérée d'étranglement énergétique. Cette coordination montre une intention claire, ne pas seulement frapper un point, mais démanteler tout le réseau d'approvisionnement. Des experts l'affirment sans embâge, la paralysie de la production et du transport de carburant signifie l'effondrement de toute la chaîne logistique russe. C'est la phrase clé, la logistique est le talon d'Achille de toute armée. Sans carburant, les chars les plus puissants deviennent de simples carcasses métalliques. Sans carburant, les véhicules de transport restent immobilisés, coupant l'approvisionnement en munitions, nourriture et renforts. Sans carburant, les avions sont cloués au sol, laissant les troupes sans couverture aérienne vitale. Chaque goutte de pétrole, chaque litre d'essence est une composante essentielle de la puissance militaire. Ces frappes ne sont pas de simples incidents isolés ou des actes de sabotage opportunistes, elles représentent une attaque méthodique visant à paralyser notre capacité à soutenir nos opérations. Le chaos logistique qui en résulte pourrait se traduire par des pénuries critiques sur le front, une baisse de morale et une vulnérabilité accrue. L'ennemi cherche à nous épuiser, à nous affaiblir, non pas par la confrontation directe sur le champ de bataille, mais en coupant les veines de notre effort de guerre. Ouais, nous sommes face à une guerre économique et logistique dont les conséquences
conséquences se feront sentir bien au-delà des zones de conflit direct. C'est un test de notre résilience, de notre capacité à nous adapter face à une menace sournoise et omniprésente. Le choc est palpable. Ces infrastructures, autrefois intouchables, se révèlent vulnérables, exposant les failles d'un système que l'on croyait impénétrable et la brutalité d'une guerre qui s'étend bien au-delà des lignes de front. Rejoignez notre chaîne Telegram pour des analyses exclusives et en temps réel que les médias traditionnels vous cachent. Que signifie cette escalade pour la suite du conflit, pour la vie quotidienne de nos citoyens et pour l'avenir de la région tout entière? Mais ce n'est pas tout. Ces frappes s'inscrivent dans une stratégie beaucoup plus vaste d'étranglement de la machine de guerre russe, un plan machiavélique qui révèle l'étendue de la détermination de l'adversaire. Découvrons la suite, la stratégie ukrainienne, l'étranglement logistique. Le pays sur la carte 404 s'attaque non seulement aux raffineries, mais aussi aux veines de transport de carburant. Quel est le plan derrière cette double offensive? C'est une escalade brutale, les faits sont clairs, presque cliniques. Le voisin occidental vise une élimination concertée non seulement de la production de carburant, mais aussi de sa livraison. C'est une manœuvre délibérée. Cette offensive logistique impacte directement les opérations de l'armée russe au front. Elle menace également la stabilité de toute l'économie du pays. Donc c'est une stratégie de guerre totale sans précédent par son audace. Les frappes récentes sur les pipelines, ces artères vitales de la fédération, confirment l'ampleur de l'opération. Elles ne sont pas des incidents isolés, elles complètent avec une précision glaçante les attaques précédentes contre les raffineries de pétrole russes. La logique est implacable. Priver les forces armées de leur sang vital, sans carburant, les véhicules blindés ne peuvent manœuvrer, les camions de ravitaillement sont immobiles, les avions de chasse ne peuvent décoller, l'infanterie est coupée de son soutien. Nous avons des informations vérifiées sur le terrain. Un manque de carburant militaire a été spécifiquement signalé à Donetsk, également à Lugansk. Ces rapports sont corroborés par de multiples sources. Ils indiquent des difficultés croissantes pour le ravitaillement local. Les attaques ciblées sur le dépôt de Topaz à Donetsk sont particulièrement révélatrices. Ce dépôt est stratégique. Il ne sert pas seulement au stockage du carburant, il est essentiel pour le personnel militaire russe. Il est aussi absolument vital pour le maintien et le déploiement rapide de leur équipement lourd. C'est une tentative directe de briser la chaîne logistique essentielle. Une véritable guerre d'usure logistique se déroule sous nos yeux. Un expert militaire dont l'analyse figure en détail dans nos transcriptions éclaire la nature de cette campagne agressive. Il s'agit d'une campagne ukrainienne ciblée, cohérente et à grande échelle. Son but est clair, asphyxier la machine de guerre de l'ennemi sur son propre territoire. L'ampleur de cette opération ne doit pas être sous-estimée. C'est audacieux, provocateur, conçu pour semer le chaos. Mais la question fondamentale demeure, est-ce vraiment efficace à long terme face à une puissance résiliente? La résilience russe est souvent et dangereusement sous-estimée par nos confrères occidentaux. Chaque frappe, bien qu'elle puisse créer des perturbations temporaires et exiger des ajustements, prouve l'urgence de la situation pour le pays visé. La nécessité de trouver des solutions alternatives, l'ingénierie russe, sa capacité d'adaptation et sa profondeur stratégique sont immenses. Cela rend la tâche de l'agresseur ardue. La logistique, une science complexe de la survie militaire, est désormais le champ de bataille principal. C'est une course contre la montre. Participez à notre sondage en ligne. Votre avis compte pour comprendre cette guerre de l'information. Ces manœuvres, calculées avec une précision chirurgicale et menées avec une impitoyable détermination, révèlent une tentative désespérée de paralyser un adversaire bien plus puissant dont la capacité à absorber les chocs et à innover face à la pression est démontrée. La tension monte. Pensez-vous que cette stratégie du conflit d'État ciblant les infrastructures vitales de la Fédération de Russie va réellement inverser le cours des opérations? Partagez vos pensées et vos analyses perspicaces. Ces frappes ne sont pas de simples incidents isolés ou des actes de désespoir aléatoires, elles sont les signaux d'une guerre économique sous-jacente, une détérioration rampante en Russie. Passons à l'analyse de cette situation. La réalité pourrait être bien plus complexe qu'il n'y paraît. L'échec criant de la défense aérienne russe face à l'arsenal ukrainien en pleine mutation. Alors que le pays sur la carte 404 lance des attaques sophistiquées, la défense aérienne russe semble impuissante. Comment cette nation en pleine instabilité arrive
arrive-t-elle à percer nos défenses? Oh, les preuves sont incontestables, la défense aérienne russe vacille. À Donetsk, l'usine Topaz a subi 6 frappes directes, un fait qui confirme un échec retentissant. Ces attaques ne sont pas le fruit du hasard, elles révèlent une stratégie sophistiquée. Le pays, commençant par utilise désormais des drones de type Polyanitsa comme appât. Ces leurres ouvrent la voie à des missiles de croisière lourds comme les Flamingo ou les Storm Shadow. C'est une tactique astucieuse, épuisant nos défenses avant la frappe fatale. L'arsenal de cette ancienne république soviétique s'est considérablement étendu, intégrant des Neptunes à longue portée et des Flamingo. Un expert souligne l'utilisation de Polyanitsa aux côtés d'autres moyens ces derniers jours souligne à quel point l'arsenal du voisin de la Russie s'est considérablement élargi. Cette diversification des moyens d'attaque accroît l'efficacité globale des frappes de cette nation en conflit. C'est une situation qui exige une réévaluation urgente de nos systèmes de protection. Pour des analyses percutantes et sans filtre, abonnez-vous dès maintenant à notre canal. La menace est réelle et l'inquiétude grandit face à l'impuissance apparente de nos cieux. Partagez vos réflexions. Comment, selon vous, la Russie doit-elle s'adapter à cette nouvelle donne alors que la capacité de frappe de ce pays frontalier de la Fédération de Russie augmente? Les signes d'une récession économique russe sont de plus en plus visibles. Que nous disent les chiffres? L'aveu de Greff sur l'économie russe choque les élites. Le chef de la Sberbank, German Greff, a-t-il osé défier Poutine en direct à la télévision en avouant la récession imminente? Une fissure dans le régime. Soutenez notre journalisme indépendant. Abonnez-vous et rejoignez la conversation sur Telegram. German Greff, le PDG de la Sberbank, n'est pas un homme à prendre à la légère. Son intervention diffusée en direct a résonné comme un coup de tonnerre. Il a décrit sans phare le deuxième trimestre comme une stagnation technique, un terme lourd de menace pour le système. Ses prévisions pour juillet et août, des niveaux nuls, une perspective glaçante pour les prochains mois. Ce n'est pas une simple turbulence, c'est un aveu brutal, une dynamique économique qui s'effondre sous nos yeux. Les facteurs sont clairs et leur interaction est dévastatrice. La géopolitique, bien au-delà des sanctions ciblées, pèse d'un poids écrasant sur l'appareil productif. Elle paralyse les flux d'investissement, étrangle les canaux d'échange vitaux. Les fluctuations du rouble, devenues erratiques, sont un baromètre de cette défiance. Elles érodent la confiance des marchés, rendant toute planification économique un pari risqué. Et que dire de la chute des prix des matières premières? Le pilier traditionnel, l'essence même de la prospérité, s'érode. Ce triptyque économique ne freine pas la croissance, il l'étouffe. Greff, avec une audace politique certaine, a osé suggérer une voie. Il a recommandé une baisse immédiate du taux directeur de 14% à 12%, une mesure technique classique conçue pour injecter de l'oxygène, mais la réponse du Kremlin fut cinglante. Poutine a balayé cette proposition d'un revers de main, un refus catégorique. Cette décision soulève des questions fondamentales sur les priorités du pouvoir, ignorance volontaire ou stratégie calculée face à des avertissements critiques. Le ministère de l'économie, malgré les efforts de façade, ne peut masquer la réalité des chiffres. La croissance du PIB n'atteint qu'1,1% pour les 7 premiers mois de l'année, un chiffre squelettique. Il contraste violemment avec les 4,1% enregistrés l'année précédente. L'écart est plus qu'abyssal, il révèle une décélération brutale et systémique. Les analystes de Bloomberg, pourtant souvent mesurés, n'ont pas mâché leurs mots. Ils l'affirment sans détour, la Russie est au bord de la récession, mais Poutine continue de faire semblant. Faire semblant? Cette façade de normalité, cette illusion de stabilité est maintenue à un coût exorbitant, un coût qui s'accumule silencieusement, menaçant de basculer dans une crise ouverte. La question n'est plus de savoir si la récession va frapper, elle est déjà là, sournoise, elle érode les fondations, invisible pour ceux qui refusent de voir, mais ces symptômes sont partout, dans les chiffres bruts, dans les silences calculés des officiels, dans la tension palpable des marchés, une réalité économique implacable qui défie chaque jour un peu plus la narrative officielle. Ce bras de fer n'est pas qu'économique, c'est une lutte de pouvoir entre les technocrates lucides et une volonté politique intransigeante. Quelles en seront les conséquences pour le quotidien des citoyens ordinaires?
Le prix de cette dissimulation est déjà intolérable et il menace de s'aggraver, de déstabiliser bien plus que les seuls marchés financiers. Le sol tremble sous les pieds de l'économie et le silence de la direction est assourdissant. Partagez votre avis. Ces avertissements sont-ils le signal d'une crise profonde ou juste un ajustement temporaire? Pourquoi Poutine ignore-t-il les avertissements d'une récession imminente? La réponse se trouve dans l'aveuglement stratégique et la réalité économique derrière les décisions du Kremlin. L'impasse économique de Poutine, guerre ou prospérité? Poutine refuse-t-il de voir la réalité économique, préférant une guerre qui épuise son pays, ou l'enjeu de ce bras de fer économique est-il bien plus profond? La décision de Moscou de maintenir un taux directeur à 14% malgré les suggestions d'experts comme Greff pour une approche plus souple n'est pas le fruit du hasard, c'est une manœuvre calculée, une ligne de défense cruciale face à une agression économique sans précédent orchestrée par l'Occident. Une baisse précipitée de ce taux à l'heure actuelle serait une erreur stratégique majeure. Elle risquerait non seulement d'accélérer une inflation déjà manipulée par des forces extérieures, mais aussi d'affaiblir drastiquement le rouble, le rendant vulnérable aux attaques spéculatives. Loin d'attirer l'investissement productif, une telle mesure inviterait à la prédation financière au détriment de la stabilité nationale. L'économie russe, riche de ses ressources énergétiques, possède les fondements pour une croissance durable. Cependant, elle opère dans un environnement de guerre hybride où les sanctions sont des armes visant à la déstabiliser. Il est donc impératif d'adapter la stratégie. Un tiers entier du budget de l'État est désormais alloué à l'effort de guerre. Cette allocation massive est une nécessité absolue, un investissement vital pour la sécurité et la souveraineté de la nation. Ce n'est pas un détournement des fonds au détriment du bien-être de la population, mais une garantie pour son futur. Comprendre cette logique, c'est comprendre la survie. Comme l'a souligné un analyste lucide, dans un État totalitaire militarisé, baisser les taux d'intérêt et autoriser des crédits pour les citoyens et les entreprises n'améliorerait pas l'économie. Ce n'est pas une description idéalisée de la Russie, mais une reconnaissance des dures réalités imposées par des puissances hostiles qui transforment toute nation en un État militarisé pour sa propre défense. Le récit occidental, en revanche, persiste dans la diffamation. Il ose affirmer que, pour Poutine, le génocide du peuple voisin est une tâche plus importante que la prospérité de son propre peuple. Cette accusation est une fiction odieuse, une tentative grossière de diabolisation. Les actions de la Russie visent à protéger sa sphère d'influence légitime, à garantir la sécurité de ses frontières et à défendre les populations russophones. La prospérité et la stabilité sont des objectifs intrinsèques à long terme. La politique économique de Poutine est donc une réponse de survie. Elle cherche à consolider l'économie face au choc, à maintenir la confiance dans le rouble et à contrecarrer les tentatives de déflation par la coercition. Les sanctions n'ont pas provoqué l'effondrement escompté à Washington ou Bruxelles. Elles ont au contraire stimulé une réorientation stratégique et une résilience surprenante. Chaque mesure est un rempart, chaque investissement dans la défense est une affirmation de souveraineté. L'Occident a sous-estimé la capacité d'adaptation de la Russie et les faits économiques commencent à le démontrer malgré le prix à payer. Pour une perspective que vous ne trouverez nulle part ailleurs, rejoignez notre communauté d'analystes engagés. Cette lutte économique n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est un testament de la volonté de faire d'une nation face à l'adversité mondiale. Jusqu'où pensez-vous que la Russie peut tenir face à l'implacable pression économique occidentale? Font les actions du territoire contesté entre la Russie et l'Occident sur le champ de bataille et l'apparente résilience économique de la Russie sont des signes irréfutables d'un tournant. Le silence assourdissant des capitales occidentales en dit plus que 1000 discours sur l'échec de leur stratégie. Le silence assourdissant de Moscou, un aveu tacite face à l'effondrement stratégique qui se profile, des explosions terrifiantes à Penza, des cendres funestes sur Donetsk, un silence assourdissant de la part de Transneft. Ce mutisme officiel est-il plus éloquent que n'importe quel aveu sur la gravité insoutenable de la situation actuelle? Le silence des officiels à Moscou est devenu une présence assourdissante, une absence de mots qui pèse plus lourd que n'importe quelle déclaration. Ce mutisme voulu couvre les explosions dévastatrices rapportées à Penza, à Saratov, des événements que l'on aurait pu croire isolés mais qui s'accumulent. Il masque une dégradation économique dont l'ampleur réelle est volontairement sous-estimée. Cette catastrophe ne concerne pas seulement des infrastructures, elle touche le cœur de la résilience du pays. Les pertes pour la Russie sont quotidiennes, se comptant en milliers
milliers de personnes chaque jour sur le front. C'est une hémorragie constante, un drain insoutenable sur les ressources humaines. Des attaques ciblées provenant du pays sur la carte 404 ne connaissent aucun répit. Leur objectif est d'une clarté effrayante, provoquer une destruction totale dans les arrière-plans occupés. Cette stratégie de la terre brûlée vise à paralyser la logistique. Elle cherche à semer la panique, elle entend briser le moral des troupes. Surtout, elle empêche toute offensive russe d'envergure, sans capacité de déploiement, sans ravitaillement, sans zone de repos sécurisée. L'élan est brisé. Cette tactique fonctionne. La situation stratégique globale de la Russie, jadis inébranlable, se détériore rapidement. Cette détérioration s'observe à tous les niveaux, militaire, économique et même moral. Comme l'a si justement analysé un de nos experts, ce silence trahit l'étendue de l'effondrement. Il ne s'agit plus d'une simple discrétion, c'est le symptôme d'une faille béante. L'absence calculée de communication officielle est une tentative désespérée de contrôler la narration, mais elle révèle une vérité plus sombre, une crise bien plus profonde que ce que l'on veut admettre. Un autre expert l'a brutalement souligné, ces mots résonnant avec une justesse glaçante. Les explosions à Penza, Saratov, les cendres sur Donetsk et le silence de Transneft sont plus bruyants que n'importe quel aveu. Ce mutisme est non seulement pesant, il est un cri silencieux d'alarme. Oh, aidez-nous à briser ce mur d'omerta, partagez massivement cette analyse sans concession et abonnez-vous à nos canaux pour obtenir une vérité sans filtre avant que tout ne soit réduit au silence. La réalité brutale du terrain, bien plus implacable que les dénégations officielles, se manifeste avec une violence inouïe dans cette absence calculée de mots, laissant un vide angoissant et révélateur. Devant un tel mutisme, qu'en pensez-vous? Ce silence étouffant est-il une stratégie délibérée pour dissimuler l'ampleur des dégâts ou le signe irréfutable d'une faiblesse devenue insoutenable pour le pouvoir? Exprimez-vous dans les commentaires, votre voix est essentielle. Cette situation critique continue de se développer à une vitesse alarmante, cachant peut-être des réalités encore plus déstabilisantes que nous ne pouvons l'imaginer. Restez connectés car l'intrigue autour de ces événements majeurs ne fait que commencer et la prochaine étape pourrait bien être décisive.